Et on repart les amis, on repart avec Xavier Barbaro, le patron de Neoen. Bonjour, Bonjour Xavier, ravi de vous recevoir. Donc on va raconter la bataille de l'énergie verte. Est-ce que je commence par le commencement ou par la fin? Parce qu'en fait j'ai une furieuse envie de vous poser une question, parce que vous êtes expert de l'énergie, de l'ensemble des systèmes d'énergie. Est-ce que la France doit lancer vite la construction de nouveaux réacteurs nucléaires, Xavier? Alors chez Neoen, on n'est pas du tout anti-nucléaire, et moi je ne le suis pas du tout à titre personnel, donc pourquoi pas. Non, c'est pas pourquoi pas. Est-ce que c'est indispensable ou pas à la réussite de nos objectifs de réduction de gaz à effet de serre? La réponse est non. Ça peut participer à la souveraineté énergétique, mais la réduction du CO2, elle marche déjà assez bien en France. L'EPR, c'est un bel engin, ça coûte très cher, ça prend un peu de temps à construire visiblement. Mais donc je pense que le raisonnement il doit être plutôt technico-économique ou des questions de souveraineté qui sont parfaitement légitimes que les questions de CO2. On est capable de faire plein de choses hors nucléaire pour réduire la production de CO2 en France. Mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des ruptures technologiques dans ton secteur à toi, c'est-à-dire énergie. Donc, en fait, c'est l'éolien et le solaire, Neoen, et les batteries, justement. Et les batteries. Il faut qu'il y ait des ruptures technologiques pour que tu assures, on va dire, parce que si on ne décide pas de construire ces réacteurs-là aujourd'hui, si on ne veut pas les remplacer par du gaz et du charbon, c'est quand même ça le sujet, ça veut dire que dans, 20 ans, il faut qu'on soit sûr que les énergies renouvelables font le boulot. Elles le font déjà assez bien dans beaucoup de pays. C'est le pari qu'a pris Angela Merkel, ça ne marche pas. Angela Merkel a décidé de fermer le nucléaire plus vite que prévu, plutôt que de le laisser entre guillemets s'éteindre gentiment. 10 ans de développement d'énergie renouvelable, et en termes d'émissions de CO2, ils n'y sont pas. Pas du tout. Ils n'y sont pas parce qu'ils ont remplacé le nucléaire par du charbon, et qu'ils ont voulu le faire très vite. Mais oui, mais ils n'avaient pas le choix, justement. Cette décision post-Fukushima, effectivement, il y avait une dimension politique. Non, ce que je veux dire, ce que tu dis, ils auraient pu sortir du nucléaire beaucoup plus lentement, et à ce moment-là, pas compensé par du charbon, c'est ça que... Exactement. Et je pense que l'enjeu pour la France, il est de laisser le nucléaire voir sa part se réduire graduellement, laisser le solaire, l'éolien, le stockage monter graduellement, sans avoir une rupture brusque, comme l'a voulu l'Allemagne, en disant en fait le nucléaire j'arrête, et du coup j'utilise du charbon en attendant que le renouvelable décolle complètement. Mais c'est pas simple, vraiment. L'énergie, que ce soit le nucléaire, le renouvelable ou le charbon, etc., ça s'inscrit dans des temps longs. Donc c'est sûr qu'il ne faut pas être fébrile et il ne faut pas réagir, on va dire, de manière épidermique. Fukushima a été un drame et il n'y a pas de débat là-dessus. Mais la situation du nucléaire en Allemagne comme en France, elle n'est pas la même que celle de la Russie ou du Japon. Non, évidemment, non. C'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est... Toi, expert, et alors je ne savais pas qu'en plus tu es assez agnostique, voilà, on va dire ça comme ça, expert des questions d'énergie, moi c'est un débat qui m'intéresse. Mon opinion n'est pas faite parce que, comme tu le dis très justement, je me rends compte que l'EPR, visiblement, on n'arrive pas à le construire. Enfin, en tout cas, c'est compliqué. Ils y arrivent en Chine, nous, on n'y arrive pas. Donc, effectivement, la question est légitime. Mais il faut que dans 20 ans, il y ait l'ensemble de l'arsenal technologique pour... entre renouvelables et batteries, nous garantir qu'on pourra se passer du charbon et du gaz. Moi, je pense que dans 20 ans, le parc nucléaire actuel peut encore très bien fonctionner. Enfin, ce sont des centrales qui vieillissent assez bien, centrales nucléaires, donc on peut les prolonger. D'ailleurs, on ne sait pas encore complètement comment les arrêter, donc dans ce cas-là, autant les prolonger. Et puis, ça peut continuer à produire de manière décarbonée, massive, beaucoup d'électricité. Donc, le parc nucléaire actuel, il est plutôt bien portant, il est appelé à bien vieillir. Est-ce qu'il faut tout de suite reconstruire des EPR ? On peut en construire un de plus, on ne prendra pas beaucoup de risques, mais s'imaginer qu'on va en construire 10 de plus ou 20 de plus, dans 20 ans, justement, le renouvelable d'un côté, donc à la fois en termes de production, le stockage par batterie, le fait que il y aura une meilleure maîtrise de la consommation, il y aura aussi des réseaux intelligents qui permettront de s'adapter. Aujourd'hui, on est obligé de dimensionner le parc de production en fonction de la pointe de consommation. On peut imaginer que dans le futur, en fait, on va arriver à baisser la pointe. Et si on arrive à baisser la pointe, au lieu d'avoir plein de centrales qui finalement ne tournent pas tout le temps, on en fera déjà un meilleur usage. On arrive à baisser la pointe grâce à l'efficacité énergétique et grâce à des dispositifs d'effacement qui vont être de plus en plus efficaces. Déjà des dispositifs de signal aussi, enfin en gros, que la partie production puisse dire au chauffage chez toi, chez moi, en fait, pendant les 2 prochaines heures, baisse de 2 degrés, parce que comme ça, on passe la pointe, et c'est assez indolore dans un foyer. Donc tout ça, on peut imaginer. Et c'est pas de la science-fiction, ça se met en place dès maintenant, et ça portera ses fruits déjà dans 5 ans ou dans 10 ans, on parle même pas de dans 20 ans. Être capable de lisser la pointe d'un côté,
de mieux communiquer entre production et consommation, d'avoir des batteries comme celles que fait Neoen qui font un peu le lien. C'est quelque chose qui est en train de se mettre en place et qui marche bien. Alors, allons-y sur ces batteries. Donc, c'est avec Tesla en plus. Waouh! Pas que, mais ça on fait un aime petit beaucoup wow Tesla. effect quand même, non? Quand on dit, écoutez, moi je bosse avec Elon Musk. Il est venu 2 fois voir nos centrales, donc c'est vrai. Petit wow effect. Donc, mais quand je lis, alors. C'est une deuxième batterie géante que vous faites en Australie de 300 MW. Qui est 3 fois plus grande que celle qu'on avait déjà faite en 2017, qui était déjà la plus grande. Donc on continue à battre des records, non pas pour le plaisir de battre des records, mais parce que ça remplit des vrais besoins. Et donc ça veut dire, quand on fait une batterie de 300 MW, ça veut dire qu'elle est capable de délivrer une puissance comparable à une centrale de 300 MW au moment où on lui demande de lâcher de l'énergie. Oui, alors la nôtre, par exemple, qu'on construit près de Melbourne, elle va être capable de restituer 300 MW pendant 1h30. Et pendant 1h30, il y a le temps de faire plein de choses sur le réseau. Absolument. Et 300 MW, c'est le tiers d'un réacteur nucléaire. Donc on peut même dire que c'est des petites centrales à gaz dont on disait qu'elles pourraient être les périodes de pointe, par exemple. Bien sûr. Voilà, et 300 MW, c'est la puissance qui est consommée par les 300 000 habitants de Bordeaux, par exemple. Donc, oui, mais pas pendant 1h30. Non, bien sûr, mais pendant 1h30, à nouveau, on peut commencer à remettre des barrages en mouvement, on peut faire plein de choses. Enfin, ça met... une batterie, ça met du liant dans le système. C'est pas fait pour produire pendant toute la nuit ce qu'une centrale solaire ne va pas produire. C'est fait pour justement mettre de la fluidité. Et l'emprise au sol? C'est pas une emprise au sol considérable? C'est tout petit. C'est vraiment tout petit. C'est assez étonnant. Ça prend l'équivalent d'un demi-terrain de foot. Donc je sais pas quoi, mettons ouais, mais pour le dire autrement, un magasin Décathlon. Enfin voilà, on n'est pas en train de dire, quand on regarde à la périphérie de n'importe quelle ville, grande, petite, australienne, française, les zones commerciales à perte de vue, la plus grande batterie au monde, elle va prendre l'équivalent d'un grand magasin. Est-ce que c'est pas quand même un peu ça le sujet des énergies renouvelables? Alors en plus, vous, Neoen, vous voulez pas aller dans l'éolien en mer, tu me diras pourquoi tout à l'heure, mais est-ce que c'est pas ça quand même le sujet? Il se trouve que là, j'ai vu aujourd'hui, visiblement, ce qui est la plus importante centrale solaire de France, qui est installée sur une ancienne grande base militaire. La deuxième, la première c'est la nôtre. La première c'est la vôtre? À Bordeaux, oui. Voilà, donc la deuxième, pour 25 000 personnes, mais bon Dieu, une emprise au sol, mais considérable. Est-ce que c'est pas un sujet, ça, quand même? Alors c'est un site qu'on connaît bien, parce qu'on avait nous-mêmes travaillé là-bas. C'est où déjà? C'est dans la Meuse. C'est dans la Meuse, voilà. Ouais. Et c'est une emprise qui servait pas à grand-chose. D'accord. C'était ni en concurrence avec de l'agriculture, ni en concurrence avec d'autres usages. C'est une ancienne base militaire canadienne. Bon, donc elle ne servait pas à grand-chose et c'est typiquement un bon usage de ce foncier-là. La plus grande centrale solaire en France, qui est celle faite par Neoen en 2015 à Cestas, près de Bordeaux, elle occupe 250 hectares pour 300 mégawatts, donc c'est une production très importante. 250 hectares, finalement, c'est pas tant que ça. Si on avait ne serait-ce qu'une par département, à nouveau, c'est tout petit. Quand on regarde, quand on va sur Google Earth, quand on regarde la Gironde, si on en a une par département, eh ben, on aurait déjà 30 gigawatts en France. C'est beaucoup. Enfin, c'est aujourd'hui. C'est une dizaine de PR, quoi. Hein. Oula, qu'est-ce que je dis, moi, une vingtaine de PR, 30 gigawatts. Exactement, une vingtaine de réacteurs. Alors après, il n'y a pas la même production continue. Ouais. Mais donc, c'est une toute petite occupation. Tu vas voir sur Google Earth la Gironde, tu vois une toute petite tache bleue. Toute petite, une tête d'épingle, et ben c'est la plus grande centrale solaire de France. C'est vraiment pas en train de prendre une surface inutile, en tout cas par rapport à tout ce qui est fait par ailleurs avec le foncier, que ce soit des zones commerciales, que ce soit des zones pavillonnaires. L'énergie, en fait, même dans sa forme peut-être entre guillemets la plus envahissante, je m'auto-caricature volontiers, que ce soit l'éolien en mer, l'éolien terrestre, le solaire, en fait ça ne prend pour de vrai pas tant de place que ça. Pourquoi tu veux pas aller dans l'éolien en mer? C'est un choix qui est pas du tout un désaveu de l'éolien en mer. On a laissé ça à d'autres. D'ailleurs, on a regardé à une époque. C'est un choix capitalistique, non? Oui, ce sont des très grands projets qui prennent très longtemps et qui en général se font en consortium. Ouais. Nous, ce qu'on aime bien faire, c'est avoir une centrale de 50, 100, 200, 300 mégawatts et qu'elle soit à nous, plutôt que de faire une centrale 3 ou 4 fois plus grande et qu'on ait 3 ou 4 à réaliser. Tu opères dans 14 pays, 4 continents, 4... Alors j'ai noté 4 milliards d'euros de capitalisation, c'est encore vrai ça? Oui, c'est ça? Oui, c'était encore vrai ce matin. J'ai dû regarder vendredi en préparant l'interview. Voilà. Non, parce qu'il y a eu, au moment de l'annonce d'une augmentation de capital, il y a eu un petit OK des investisseurs sur... voilà. Comment est-ce que, donc, on l'a dit, des éoliennes, des centrales solaires, comment est-ce qu'une entreprise de taille intermédiaire, on est au cœur de ce que veut faire Bismart, comment est-ce qu'une entreprise de taille intermédiaire peut maintenant, comme toi, se battre contre, je vois les projets de Total, là, c'est 10 gigawatts par an qu'ils veulent faire Total en énergie renouvelable.
Je pense que l'ensemble des grandes majors pétrolières sont dans la même logique, avec toute leur capacité d'ingénierie qu'on connaît et de mobilisation de capitaux. Voilà, la place d'une entreprise de taille intermédiaire là-dedans. Alors d'abord, c'est bien, d'une certaine manière, ça valide notre modèle, donc ça montre qu'on ne s'était pas trompé en faisant du renouvelable. Ensuite, c'est un secteur qui a des besoins immenses. On parle dans le monde à peu près 200 milliards de dollars d'investissement chaque année dans le renouvelable. Donc super, mettons que Total en prenne 10 sur 200, mettons que Iberdrola en prenne 15 sur 200, mettons que je ne sais pas quel Chinois aille en prendre 20 sur 200, il y a encore de la place. Donc ce ne sont pas les 10 plus grands pétroliers. J'imagine qu'il y a, comme dans tout business, il y a les meilleurs emplacements, les meilleurs éléments. Pas forcément, parce que chacun a sa logique. Donc chaque pays va faire du renouvelable, je pense que ça c'est une vérité, c'est un credo chez nous. Et quand on est Total ou quand on est Iberdrola ou autre, je pense qu'il y a une forme d'ego qui est d'aller dans des grands pays, qui est aussi d'aller dans les pays qui par exemple font du pétrole parce qu'il y a une forme de proximité culturelle pour ces gens-là. Je prends des exemples, Neoen, on est très actif en Finlande, on est très actif au Salvador, dans des pays où on a fait des belles choses et des grandes choses. C'est typiquement pas le terrain de jeu naturel d'un Shell ou d'un Total. Donc on peut coexister d'abord en étant dans des pays différents. Ils sont en Norvège, d'ailleurs. Et voilà, exactement. Et puis, on peut, à l'intérieur de pays où on se fait concurrence, on peut là aussi bien vivre ensemble. Non pas qu'il y ait des ententes, bien évidemment, mais parce qu'on a chacun un peu son karma. Donc, nous, on fait des batteries. Ils font peut-être des choses type éolien en mer parce qu'ils aiment bien, ça les ramène au cas des plateformes pétrolières. Bien sûr, ils ont une expertise là-dessus. On est aussi, même à l'intérieur de pays où on est présents tous les deux, on est souvent sur des créneaux différents, aussi en termes de taille. Eux, ils aiment bien des choses très grandes. Nous, on fait des choses moyennes. Donc on coexiste assez bien. Donc vous avez le mammifère Neoen là, qui vit assez bien au milieu des quelques dinosaures. Ça, on verra à la fin. Mais ça marche plutôt bien. Et en tout cas, moi, faut que tu sois sûr que il faut pas être le seul herbivore. Dans ces cas-là, il ne faut pas être le seul herbivore dans le groupe, quoi. Voilà. Mais moi, j'ai beaucoup de respect et beaucoup d'admiration pour ce que font ces gens-là, qui se sont convertis assez sincèrement en renouvelable. Et ils ont peut-être pas le choix, mais ils le font bien. Et ils le font bien sans vouloir nous écraser. Mais on peut expliquer un truc. Ils n'ont pas le choix parce que c'est la pression des marchés. À un moment, ils vivent de grands projets, de capitaux, et à un moment... il y a quelques Américains qui continuent à faire pétrole Uber-Alles. Les Exxon, les Chevron, ils ne se sont pas du tout mis à faire du renouvelable. Mais c'est vrai que les Européens, les Total, Shell, BP, sont en train de faire cette transition. Est-ce que toi, justement, donc Neoen, boîte de côté, alors c'est toute l'histoire, Impala, etc. Enfin bref, c'est un investisseur notamment assez visionnaire sur l'ensemble des disruptions depuis combien de temps maintenant 20 ans Moi, je travaille pour Jacques Veyrat depuis 20 ans, donc on l'a déjà vu visionnaire dans les télécommunications, visionnaire dans l'énergie. Oui, voilà, exactement. Mais est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, le marché est au rendez-vous ? Est-ce que l'ensemble de ces promesses qu'on entend partout de financer les énergies renouvelables, oui, tu as aujourd'hui, toi, il suffit de tendre la main et tu as l'ensemble des capitaux dont tu as besoin ? Alors, Neoen se finance bien, mais justement parce que Neoen est crédible. Enfin, après, je pense qu'il y a... Suivant les années, parfois il y a un peu trop de buzz ou un peu trop d'engouement pour le secteur, mais il y a aussi eu, dans les 12 dernières années d'existence de Neoen, il y a parfois eu des années de vache maigre, quand le secteur se durcissait, quand il y avait des revirements politiques. Nous, on a toujours réussi à bien se financer, d'abord parce qu'on avait des très bons actionnaires fidèles, en particulier Jacques Veyrat, mais aussi parce qu'on avait un modèle qui n'était pas volatile. Enfin, les centrales qu'on construisait, on les gardait, les engagements qu'on prenait, on les tenait. Donc, parfois, l'argent va vers tout le monde. Parfois, comme dirait Warren Buffett, là, quand la mer se retire, c'est là qu'on voit qui n'avait pas de maillot. Mais donc nous, même quand la mer se retire, on restait digne et crédible. Ce que je veux dire, c'est vrai, et j'en ai croisé, et c'était assez intéressant. On peut être très facilement... Alors, c'est le mot affairiste que j'ai en tête, mais il a une connotation péjorative que je ne voudrais pas prendre. Mais on peut faire des affaires, on va dire ça comme ça, sur un coup avec de l'énergie renouvelable. C'est assez facile, et donc tu penses que toi, il va y avoir une prime, ce qui va servir Neoen, il va y avoir une prime aux acteurs installés qui ont des relations avec les parties prenantes, et elles sont très très importantes quand on monte des éoliennes ou des centrales solaires. Et qui, à un moment, font la différence. Cette prime, je pense qu'elle existe déjà. La valorisation de Neoen, enfin tu le disais, c'est un peu plus de 4 milliards d'euros. Donc c'est une vraie société du SBF 120. Ça tient à son parc d'actifs, évidemment, des beaux actifs, jeunes, etc. Ça tient aussi à son portefeuille et plus généralement à ses crédibilités. Je pense que c'est un actif précieux dans ce secteur parce qu'il y a eu, alors, je ne sais pas si affairiste est le bon terme, mais probablement, il y a eu parfois des gens qui sont venus dans ce secteur un peu pour faire un coup, qui
venaient de l'immobilier, qui venaient de plein de choses, parce qu'il y a finalement parfois les mêmes enjeux de foncier, de permis de construire. Il y a parfois des espèces de coûts qui sont joués sur les files d'attente d'interconnexion dans certains pays. C'est le cas par exemple en ce moment en Espagne. Donc voilà, nous on a une perspective qui est beaucoup plus saine, qui est une perspective de long terme, qui est de construire une société 100% renouvelable, qui grandit, qui s'internationalise, qui innove avec les batteries, qui marche bien financièrement. On est profitable chaque année depuis 10 ans. On n'a jamais cherché à grandir pour le plaisir de grandir, pour ensuite se revendre ou quoi que ce soit. Donc on a ce parcours qui est finalement assez différenciant. On est dans un secteur où aujourd'hui, il y a à peu près 1/10 des acteurs qui existaient il y a 10 ans. Donc on peut dire c'est un secteur qui marche bien, c'est vrai, et en même temps il a été très darwinien, et les affairistes, ou je ne sais pas comment on peut les qualifier, mais le terme est pas mal, les affairistes ont fini quand même par se faire sortir du jeu, et c'est très bien. Darwinien, voilà, on a eu les dinosaures, les mammifères, et on finit avec Darwin. Xavier Barbaro, donc le PDG de Neoen, était notre invité sur Bismart. Merci Stéphane.